La vie est dure, mais parfois tellement sucrée. Bienvenue dans la pastèque, pastèque, pastèque. Ici on parle de nos galères, de nos rêves, de comment des jeunes comme nous cherchent leur zone de génie et la richesse. Pas de chichi, pas de chocho, pas de chacha, pas de mytho avec le micro. Bienvenue dans Monsieur Pastèque, bonne écoute. Salut, c'est Monsieur Pastèque. Bienvenue sur le podcast qui parle de la vie, de comment elle est dure et sucrée. Ici, on parle de notre rapport à la société, de comment des jeunes comme vous et moi, dans leur vingtaine ou dans leur début de trentaine, s'en sortent, ou pas. J'accueille à mon micro des hommes et des femmes riches, des hommes et des femmes moins riches, des hommes et des femmes au foyer, et simplement des gens qui se battent pour vivre. Mon objectif, c'est que vous dégustiez chaque épisode en étant plus inspiré, plus informé, plus cultivé et moins seul. La vie, c'est comme la pastèque, dure à l'extérieur, mais juteuse et délicieuse quand on se donne la peine d'enlever les pépins. Bonne écoute. Il y a quelques jours, mon téléphone s'est cassé. J'ai été obligé d'en commander un nouveau sur mon site préféré en Europe. Et là, j'ai commencé à chercher et à demander à mes amis et connaissances s'ils connaissaient quelqu'un qui rentrait au pays. Je n'ai trouvé personne. Peut-être que je ne connaissais pas assez de binguistes, hein? C'est peut-être aussi votre cas. Ce que je connaissais en revanche, c'est le nouveau sponsor de ce podcast, Secure Destination. J'ai donc fait appel à eux. Secure Destination permet d'envoyer et de recevoir des colis de plusieurs pays en Afrique à plusieurs pays en Europe et en Chine, et inversement. Je suis un client satisfait, donc je vous en parle. J'ai déjà reçu des colis de ma marque préférée de thé, de ma marque préférée de chaussures et d'autres produits achetés sur Zara, Shein et consorts. Si vous avez envie de tester, ils ont un chatbot sur WhatsApp qui s'appelle Maya et qui répond à toutes vos questions. C'est sur le lien que j'ai mis dans la note de cet épisode. Et si vous venez de ma part, il y a un code promo qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre prochaine livraison de colis. Rendez-vous dans la note de l'épisode. Bye. Donc, pour ceux qui écoutent, si vous avez des écouteurs, vous allez entendre le bruit d'oiseaux à côté de nous. Je n'ai pas l'argent pour acheter les droits pour une musique de fond, donc j'ai embauché des oiseaux. J'ai embauché des oiseaux pour faire le bruit de fond. Comme ça, je vais leur payer en maïs et en riz. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un $20 ou un $50 que je vais envoyer à quelqu'un. Donc aujourd'hui, on est avec Capella. Et lorsque je vais présenter Capella, ou si on me demande de présenter Capella, je vais dire que c'est une entrepreneur qui ne se laisse pas faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça en écrivant la bio. Sûrement parce que je sais combien c'est dur d'entreprendre. Surtout dans l'agroalimentaire. J'ai toujours voulu aller dedans. Je ne savais pas comment. Parce que ce n'est pas mon métier, déjà. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes avec un entrepreneur qui ne se laisse pas faire. Et avant de commencer, avant de lui demander de se présenter, justement, je vais vous donner une info. Elle ne connaît pas la chanson là. La chanson de Casa Floater. Si c'était si facile. Donc, comme la dernière fois, vous m'avez fait découvrir, c'est ça, vous m'avez fait découvrir Billie Eilish. C'est dans l'épisode de Onilari. Je ne sais pas c'était qui. Et pareil. Donc, pourquoi cette chanson? Pourquoi, si c'était si facile, pourquoi Orelsan? Pourquoi Capella, je te laisse te présenter. Et tu sais comment on le fait? On le fait pour un public qui n'est pas forcément averti. Tu vas te présenter comme si tu te présentais un enfant de 5 ans. Je ne m'attendais pas à ça, mais bon, je vais essayer quand même. Je suis Capella Dovonou. Il faut saluer les auditeurs d'abord, non? Ça. Bonjour les auditeurs et les auditrices. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec Monsieur Pastèque, enfin, comme il le dit. Je suis Capella Dovonou, technologue alimentaire. Je vais utiliser les termes forts d'abord avant d'expliquer. Les termes LinkedIn. Cher réseau.
Technologue alimentaire et entrepreneur agroalimentaire également, promotrice de saveurs nouvelles et de la marque Ekoya qui propose du yaourt de soja et du lait de souchet. Si je devais décrire un peu ce que je fais à un enfant de 5 ans, je dirais que je transforme les aliments, que c'est grâce à moi qu'il a le yaourt, qu'il a les jus de fruits et cocktails qu'il aime bien, qu'il a les bonbons, qu'il a les biscuits bien sûr, et la bouillie avec laquelle, la farine avec laquelle maman fait la bouillie le matin, c'est grâce à moi qu'il a ça également. Pour la farine, là, tu es Zomono, c'est ça? Non, c'est moi qui fais les mélanges pour avoir la farine qu'il faut, pour avoir un goût intéressant, pour avoir l'odeur de biscuits, voilà. Donc ton travail globalement c'est de transformer des aliments. Techniquement. Pour que ça devienne des biscuits, de la farine, du lait, du yaourt. Intéressant. Maintenant, hors contexte pro, quand ce n'est pas pour une opportunité professionnelle, comment tu te présentes? Qui es-tu? J'y avais jamais pensé parce que souvent quand je me présente, c'est dans des contextes professionnels, je dirais. Hors contexte professionnel, je dirais je suis Capella. J'aime toucher à tout, un peu multipotentiel, j'aime manger. Quel que soit ce qui se passe, manger d'abord. C'est la devise. J'aime manger, cuisiner. J'aime apprendre, j'aime essayer de nouvelles choses, découvrir les paysages, les cultures. Ok. Donc ce que j'ai retenu, c'est que tu aimes manger, globalement. C'est le plus important. Et tu en as fait un métier. Est-ce que le métier de goûteur professionnel existe? Je pense qu'il y a ça, oui. Il y a des testeurs professionnels. Ah oui? Oui, qui sont spécialisés dans des domaines et tout. S'il vous plaît, je veux changer de métier. Donc tu es Capella. Est-ce que les gens t'ont fait la blague mauvaise blague sûrement de Capella? Beaucoup font cette blague. Tu les tapes? Non. Ça te dit rien. Vraiment les oiseaux que j'ai payés là, ils font bien le travail. Donc hier je discutais avec quelqu'un, je lui dis je vais rencontrer une entrepreneur et la première question, je lui ai dit du coup c'est quoi les questions que tu aimerais qu'on lui pose? C'est même un nouvel auditeur. Et il m'a demandé de te demander quel est l'échec qui t'a le plus appris de choses. Quel est l'échec qui m'a le plus appris des choses? Ouais. Laissez-moi réfléchir un moment. Je pense que tu es un entrepreneur, tu n'as pas connu l'échec. L'échec c'est quoi? Tu ne connais pas des choses comme ça? C'est vrai que à un moment, jusqu'à un moment, j'avais peur de l'échec. Okay. Je n'assumais pas parce que quelque part, tout mon cursus, j'ai été premier, deuxième et tout. Donc, même quand j'étais deuxième, je pleurais. Ah, c'est vous? Oui. Donc, mais bon, après, j'ai appris à relativiser et à comprendre que la vie, ce n'est pas que ça. Franchement, chaque situation, qu'elle soit positive ou négative, j'apprends toujours quelque chose. Donc, ça ne me marque pas autant que ça en termes d'échec, je dirais. J'essaie de faire un travail de mémoire pour voir un peu les échecs qui m'ont le plus marqué, peut-être en termes de, comment dit-on, en termes de production pour le yaourt de soja. Lorsque j'apprenais à faire ça, je n'avais pas de manuel et tout. Donc il y a eu beaucoup de ratés. Et en fait, il y avait des situations où il fallait tremper le soja. Je vais au cours et à 17h, en fait, je reviens pour la transformation avec maman. On finit vers minuit, 1h. Et le temps d'incubation, 8h, le matin, je vais voir et soit c'est caillé, soit ça n'a pas pris. Et en fait, je dois avoir le moral fort pour retourner au cours à 8h, en fait. Je pense que ça a été très formateur parce que après, même quand il y avait des ratés, en fait, ça ne me disait plus rien. Je me disais, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je corrige pour la prochaine fois. Et voilà un peu. Ok. Bon, du coup, ma première question c'est, est-ce qu'il y a de l'itération dans la production de lait de soja ou yaourt de soja? Yaourt de soja. Yaourt de soja. Est-ce que ça existait ou c'est toi qui créais du coup la recette et il fallait du coup que tu apprennes étape par étape pour itérer? Ça existait déjà. Ok.
Au Bénin, je ne sais pas. Je pense que j'ai vu une entreprise essayer, mais ils n'ont pas forcément lancé parce que le marché ne s'y prêtait pas. Donc, j'avais juste vu des vidéos. J'aimais bien faire des recherches sur les innovations agroalimentaires. Et j'ai découvert ça. Je me suis dit, essayons. Et j'avais eu une formation en transformation du soja en lait. Donc, c'était une première étape déjà. Et le lait... Il fallait savoir comment fermenter ça, vu que c'est pas un lait animal. Il fallait trouver la méthode pour fermenter, avoir la texture du yaourt. C'est vrai, il y avait des documents et tout, mais ça ne m'a pas aidé plus que ça, parce que je n'avais pas forcément les équipements qu'il faut et tout. Donc il a fallu tester, rater, et apprendre à chaque fois en fait. Même pour le lait de soja, après j'ai amélioré quand je me suis documentée sur comment améliorer la digestibilité du soja, comment je fais pour que ça dure plus ou que ça donne une meilleure texture au yaourt et tout. Donc oui, c'est un processus itératif. Nous, ce qu'on sait faire avec le soja, c'est amont soja. Donc c'est ça notre savoir-faire. Et toi, tu es venu avec une histoire de yaourt. Tu as fait du yaourt. C'est justement dans ce cadre principalement que beaucoup de personnes t'ont connu avec le yaourt de soja. Est-ce que tu es la star du yaourt de soja? Est-ce que tu penses que tu es la star du yaourt de soja? Bien sûr. L'humilité, ça va. L'humilité, c'est qui, s'il vous plaît? Il n'y a pas d'humilité ici. Donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes t'ont connu. Et la dernière fois qu'on discutait, je pense que tu m'as dit que tu ne faisais plus parce que le marché, ou tu fais toujours? Bien sûr que je le fais toujours. Ah, tu le fais toujours? Oui. Mais il y avait une histoire par rapport au marché où c'était pas avec toi, j'ai la discussion? Pas forcément. Mais Ok. effectivement, il y a des restrictions qui sont venues parce qu'il y a une loi qui exige qu'on ait une autorisation de mise en marché. Parce que oui, si on doit mettre un produit alimentaire sur le marché, il faut une autorisation des autorités pour le faire et tout. Et ça exige, il y a des exigences avant d'aller vers l'autorisation. ABS, c'est ça? ABS, c'est ça. Oui. Par exemple, les lois de sécurité sanitaire des aliments. Donc, c'est dans ce processus-là que je suis améliorée. Sinon, oui, c'est toujours là. L'entrepreneuriat agroalimentaire, c'est quelque chose qui est, à mon avis, trop compliqué, qui demande beaucoup trop de budget, beaucoup trop d'équipe. Donc, l'image qu'on a de l'entrepreneur, d'un jeune entrepreneur aujourd'hui où il est dans son garage, bon, encore faut-il qu'il ait un garage, mais qu'il est dans sa chambre, il fait des trucs, puis ça marche, et puis il a une grosse entreprise, mais quelques années plus tard. J'ai comme l'impression qu'avec l'agroalimentaire, c'est pas possible. Bien sûr que si. Est-ce que tu penses qu'il y a des self-made men dans l'agroalimentaire? Self-made, je ne sais pas. Je ne pense pas parce que même s'il démarre dans sa chambre et tout, il a fallu des clients pour le recommander. Il a fallu des gens pour lui conseiller d'améliorer ci ou ça. Il a fallu, en tout cas, avoir des associés pour avoir de plus grosses tailles d'entreprise, je vais dire. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de self-made. Il y a toujours quelqu'un qui fait, même si ce n'est pas financier, que c'est en termes de conseils, d'accompagnement, franchement, je ne pense pas qu'il y ait de self-made. Quand tu passes par tous ces échecs, il faut que tu me décrives c'est quoi la réalité d'une entrepreneur dans l'agroalimentaire, d'une jeune entrepreneur dans l'agroalimentaire au Bénin. En gros, moi, ce que je retiens, ou si je vais peindre un tableau, c'est tu as ton produit que tu as itéré plusieurs fois. Comment tu finances ça d'ailleurs? Le soja, là. Ton argent de payer déjeuner. Oui. Ton argent de payer déjeuner. Et il y a également ma mère qui m'a aidé à qui investissait un peu. Ok. Et quand tu dis ça, j'ai pensé à cette mini-série. Il y a une mini-série qui s'appelle Self-Made sur Netflix où la dame, en gros, elle a commencé son petit business de produits capillaires et c'est devenu une très grosse entreprise après. Mais entre-temps, en fait, il y avait la concurrence parce qu'elle avait identifié un problème. Elle a amélioré un produit qui existait déjà. Il y a eu la dame qui l'avait aidé, pour qu'elle travaillait, du coup, qui lui a fait plein de trucs parce que c'est son produit qu'elle a copié, qu'elle a amélioré, etc. Mais finalement, elle est devenue vraiment grosse entrepreneur
etc. Mais entre-temps, elle a des problèmes avec son mari. Et en fait, cette partie, ça m'a un peu saoulé parce que c'est rentré dans un cliché de lorsque tu commences à gagner trop ou ton entreprise devient un peu trop importante par rapport à ton couple, par rapport au revenu de ton compagnon, il y a des problèmes. Donc, cette partie m'a beaucoup saoulé parce que je pense que il y a du vrai, parce que je connais l'ego de mes frères, mais il y a du faux aussi, dans le sens où moi j'identifiais, autant je voyais le gars qui essayait d'aider, mais en même temps je voyais le gars qui se plaignait du fait qu'elle n'ait plus de la disponibilité pour la famille, parce que oui, entreprise, je fais tout ce que je peux, mais à la fin de la journée, tu me dis que c'est ton entreprise, tu vois, c'est ta chose, donc c'est pas notre chose. Du coup, gros sujet, on va parler dessus. Mais ce que je veux dire globalement, c'est tu finances ça, donc ton propre petit déjeuner, à moins que ton petit déjeuner ne soit 600 000 par mois. C'est que tu as dû serrer la ceinture correctement pour faire ça. Tu as itéré, le produit est devenu bon, devenu comestible. Tu as commencé, tu as lancé, tu as fait une très bonne com parce que on se connaissait pas, mais tu es allé là où il fallait aller, tu as fait goûter là où il fallait goûter. Donc tout ce processus de production, donc l'argent payé dans la production, l'argent dépensé dans le marketing. Est-ce que tu penses que c'est un parcours qui est nécessaire pour une personne qui veut se lancer? Je veux faire du jus de pastèque par exemple. Je n'ai pas étudié, j'ai pas fait de l'agroalimentaire, je n'ai pas de formation plus que ça, j'ai juste l'envie de le faire. Est-ce que tu penses que au Bénin c'est possible de faire ça, d'itérer, de faire un produit fini? C'est pas forcément des jus de pastèque parce qu'il faut juste presser et puis conserver à la limite. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'état actuel des choses? Est-ce que tu recommanderais d'abord l'entrepreneuriat agroalimentaire? Bah forcément. Et forcément, oui. Pourquoi forcément? Parce que actuellement, en Afrique, on n'a pas encore la suffisance alimentaire. Le besoin sera toujours là pour manger et tout. Et jusqu'à 1/3 de ce qui est, ou plus, de ce qui est produit va dans les pertes alimentaires. C'est perdu. Le tiers de ce qui est produit est perdu. Ou plus. Je n'ai pas les statistiques exactes. Mais une bonne quantité en fait des produits agricoles périssent, faute de transformation ou de bonne gestion de la chaîne de valeur. Donc il y a de la marge sur le marché. C'est vrai que je suis un peu conservatrice, je préfère que ce soit des spécialistes du domaine qui le font. Mais s'ils ne le font pas, d'autres personnes vont le faire à notre place. Donc je ne vais pas forcément mettre cette restriction-là. Et si tu veux lancer ton jus de pastèque, parfois, on ne maîtrise pas ce que ça implique, les valeurs nutritionnelles, on mélange ce qu'on veut et tout. Mais bon, le minimum, c'est de faire des recherches sur ce qu'il faut pour avoir un produit potable, je vais dire, et se faire accompagner, ou même en tout cas, si on a des contacts qui s'y connaissent, demander des conseils. Et lorsqu'on fait le développement du produit, qu'on a la recette, on a fait goûter, on a validé par le marché, marketing, communication, grandir et aller vers les réglementations, être en règle en fait, avoir les autorisations qu'il faut. Est-ce qu'on peut lancer sur le marché avant d'avoir les... Bon, j'imagine pas lancer en grande pompe, mais est-ce que je peux faire tester par le marché, etc. avant d'avoir la Bien sûr, informellement, oui, bien sûr. Okay. Parce que un produit que tu n'as pas testé, tu ne peux pas aller dépenser des centaines de mille pour faire une autorisation parce que tu ne sais pas comment le marché réagirait. Donc, c'est recommandé de valider le marché avant d'aller vers une autorisation de mise au marché. Il y a quoi qui est difficile dans la certification? Est-ce que c'est le temps que ça prend ou est-ce que c'est le montant? Ou les deux? Les deux. Ok. Et l'arsenal qu'il faut mettre en place pour y aller. Parce que tu ne peux pas produire dans ta cuisine et avoir une autorisation de mise en marché. Tu dois avoir une unité
production. Okay. Il doit avoir des dimensionnements, suivre une certaine marche en avant. Ok. Il doit avoir un plan de gestion des déchets, un plan de masse. En tout cas, il y a des étapes pour aller vers la certification. Ok. Donc tout ça, si on ne s'y connaît pas, il faut un spécialiste. C'est des coûts. Une unité, la construction d'une unité ou même la location d'une unité ou pour l'arranger selon ce qu'on veut, c'est de l'argent. Comment on loue une unité? Parce que quand tu parlais, en fait, j'avais une idée. Je me suis dit, bon, moi, je suis un industriel. Donc, je vais juste installer une unité et fonctionner en marque blanche. Tu as ton produit, tu as ta recette, tu viens, on a des accords de confidentialité qui fait que je ne peux pas copier ton produit. Bon, je peux éventuellement développer des produits de ton concurrent, mais je ne peux pas copier ton produit. Enfin, moi, en tant que dans mon métier, je ne peux pas copier. Bref, tu amènes le produit, toi tu n'as pas les moyens, etc., etc. Tu pourrais me faire un chèque ou on pourrait s'associer et je prends une marge de vente de ton produit. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui existe déjà sur le marché? Sinon, franchement, si vous écoutez et que vous avez des petits billets quelque part, venez au Monta, on va chercher un coin, on va monter ça. Je pense que sur une ou deux parcelles, on peut faire ça. Il n'y a pas encore un système comme ça au Bénin. Ah bon? Si. La fiche du pays, ils font quoi? Et c'est une question à laquelle j'ai réfléchi, je pense. Même avant-hier, j'en discutais avec des amis et tout. Ok. Où il faut avoir un système de marque blanche, justement. Mais genre, avoir l'unité qui corresponde aux normes et avoir la certification pour ce produit-là. Ok, parce que il faut quand même avoir une certification pour le produit. Oui. Enfin, pour la recette. Une autorisation de mise en marché. Okay. Par exemple, le jus de pastèque. Tu peux avoir l'autorisation de mise en marché pour le jus de pastèque et tu produis pour toute personne qui veut du jus de pastèque. Ah, donc moi je peux avoir l'autorisation. Et vu que mon unité de production respecte les normes, donc quelqu'un amène. Est-ce que la personne qui amène sa recette doit l'avoir fait valider? Est-ce que c'est la recette que la personne va amener? Il a une idée de jus de pastèque. Oui. Parce que quand un ingrédient change, en fait, il y a une autre autorisation qui est en jeu. Ok. Donc, ça, il peut amener la recette, mais il n'a pas le local, il n'a pas les équipements. Oui. Donc, il amène la recette et vous validez et vous allez jusqu'à l'autorisation de mise en marché. Ok, donc nous, ça peut être un service d'accompagner même le promoteur avec l'autorisation de mise sur le marché. Oui. Intéressant. Donc, on vient de débunker une idée de business en live comme ça. S'il vous plaît, si vous faites ça, n'oubliez pas de dire que je n'ai pas d'argent. N'oubliez pas de dire que c'est de l'épisode avec Capella qu'on a, que c'est sorti. Il n'y a pas de problème. On ne veut pas d'argent, pas encore. Mais bon, écrivez-nous quand même. On a de l'expertise dans le métier. C'est quoi ton rêve le plus fou? Être la baronne de l'agroalimentaire au Bénin. Ouh. La baronne, ce sera ça le titre. Alimentaire. Ouais, je ne vais même pas mettre au Bénin parce qu'on ne va pas se restreindre au Bénin. Ouais. Allons ailleurs. J'ai vu que tu es devenu beaucoup plus actif sur les réseaux dernièrement. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu prépares? What are you doing? What are you cooking? Rien de particulier. Je fais partie de ceux qui pensent que lorsque tu fais quelque chose et que les gens ne savent pas, ils ne sauront pas où te trouver, ils ne sauront pas où te recommander. En fait. Donc si tu sais faire quelque chose, si c'est un service que tu peux monétiser, ou même si c'est par passion, informer les gens si ce n'est pas ta vie personnelle et que bon, ça peut servir quelqu'un quelque part, vas-y en fait. Mets-toi en lumière, genre, oui en fait. C'est principalement ça. Ok, sympa. Donc tu fais tu donnes à la communauté, enfin tu partages de ta connaissance de quoi à la communauté, ça peut aider quelqu'un et surtout ça met un peu de lumière sur toi et ton expertise. Oui. Intéressant. Puisqu'on est en train de parler des réseaux sociaux, c'est quoi ta meilleure rêve sur les réseaux? Et vous allez fuir.
Vous allez fuir, en fait. Voilà, vous allez fuir. Ok. Donc ça va péter. Je vais voir si je peux trouver l'audio et mettre ça dans l'épisode. Tout le monde dit que l'agroalimentaire est très rentable et que tout le monde pourrait se faire vraiment des couilles en or en se lançant dans l'agroalimentaire. C'est quoi ton avis? L'agroalimentaire est rentable à l'échelle. Ok. C'est, en fait, en résumé, c'est ce que je peux dire. Ouais. Parce que, je sais pas, si tu produis un produit qui est à 1000 francs, je te dis n'importe quoi, et que tu en vends 200 par mois, ça fait 200 000, et que tu as peut-être un 30% de bénéfice dessus, 30%, ça fait 60 000. Combien tu te payes? Genre, tu vends 200 000, un CA de 200 000, combien tu te payes, combien tu réinvestis? À quel moment tu évolues en fait? Mais si c'est à l'échelle où tu vends 1000, 10 000 par mois, franchement, même si c'est 50 francs, l'effet de masse te fait gagner beaucoup. Donc, à l'échelle, c'est rentable. À l'échelle, c'est rentable. Donc, vraiment, les petits qui ont des idées, qui ont 200 000, 300 000, ça pourrait marcher avec le temps. Si. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est dans l'entrepreneuriat, ce n'est même pas finalement la qualité au départ qui fait le succès d'un entrepreneur. C'est combien il est resté sur le marché. J'ai comme l'impression que tu finis par avoir le marché à l'usure. Tu restes 5 ans, 10 ans. Forcément, tu apprends des choses sur le marché, sur les habitudes de consommation des gens, sur ce que les gens aiment, sur où il faut distribuer. Et ça, c'est ça l'un des points suivants. Sur où tu peux distribuer. Bref, tu accumules un certain nombre d'informations qui fait que presque en appuyant sur un bouton, tu peux t'assurer que ton produit marche. Tu vois le cas d'école IRA. J'ai vu un post qui a parlé du monsieur qui a ça, quelqu'un que c'est une dame qui a ça, donc finalement je ne sais même plus, mais ce qui est sûr, c'est un produit qui a priori n'est pas compliqué à mais il est là depuis une dizaine d'années pratiquement. Et ce n'est qu'il y a 3-4 ans qu'on a commencé, mais pendant ce temps, peut-être qu'il vendait qu'à son village, donc il a peut-être eu le temps de réunir les fonds, etc. Et bien que l'agroalimentaire soit, entreprendre dans l'agroalimentaire, on peut se faire beaucoup d'argent dedans. Je pense que c'est l'un des métiers ou l'un des domaines les plus complexes quand même, parce qu'il réunit plusieurs types de métiers. Il faut transformer, il faut produire d'abord les matières premières, donc de la pastèque, de l'amande, du soja, etc. On dit soja ou soja? Soja, allons-y. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Après ça, il faut transformer, il faut conserver, il faut acheminer, il faut distribuer. Et maintenant, il faut faire du marketing, donc investir dans la marque. Regarde tout ça là, c'est compliqué votre affaire. C'est compliqué votre affaire. Tu vois, dans la tech, à la limite, tu développes ton truc et tu appuies sur un bouton, c'est en ligne. Et voilà, il faut faire du marketing derrière. Mais le processus, il n'est pas aussi long, aussi complexe. Tu vois, parce que même distribuer, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend produire, ça dépend de l'électricité. Distribuer, il faut que la route soit bonne. Il faut qu'il y ait des magasins. Il faut que tu aies. En fait, les business où tu as besoin de beaucoup d'argent là, c'est compliqué. En fait, tu vas y passer peut-être 50-10 ans avant de commencer à gagner un peu d'argent. Sinon, tu vas rouler à pète. Heureusement que des banques, ça va accompagner ce genre de projet. Maintenant, je dis, est-ce que tu penses que tu peux créer un produit agroalimentaire? Vraiment agroalimentaire, il ne faut pas que vous pensiez, que je ne parle pas de toi tu sais, je parle de ceux qui nous écoutent. Il ne faut pas qu'on pense que c'est des produits déjà emballés dans les rayons de supermarché, etc. En fait, ça peut être des biscuits aussi, ça peut être du yaourt, etc. Est-ce que tu penses que je peux produire ça dans mon coin
et avec la force des réseaux sociaux, vendre quand même. J'en suis la preuve, je n'ai pas un magasin. Je vends en ligne uniquement et tout. Et oui, les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé. Le WhatsApp, Facebook, c'est par là que ça a commencé en fait. Donc c'est tout à fait possible, surtout avec l'expansion de TikTok. Il y a des gens qui ont très très vite évolué grâce aux réseaux sociaux. Donc oui, c'est possible. Donc il y a a priori la partie distribution où il faut mettre dans les camions, congeler, amener dans les supermarchés. C'est toujours bien de faire ça. Si. Mais si tu n'en as pas les moyens, ça veut dire que tu peux utiliser a priori les réseaux sociaux. Bien sûr. Il faut commencer par là d'ailleurs. Tester à petite échelle. Parce qu'il faut savoir gérer le petit avant d'aller à une plus grosse échelle en fait. Ce que les gens faisaient, à mon avis, c'est qu'ils discutaient avec un supermarché et puis ils faisaient faire des tests, faisaient goûter les gens dans les supermarchés. Tu as fait ça aussi? Je n'ai pas fait ça. Parce que déjà le produit, à un moment, avant de faire le yaourt nature, je faisais uniquement les versions aux fruits. Et c'était des versions prêtes à boire. Donc, ce n'était pas des choses qu'on pouvait conserver. C'est quand je suis allée vers le format yaourt nature disponible à plein temps que ce format-là peut rester dans les supermarchés. Et tout. J'ai fait des approches et tout. J'ai remarqué que la chaîne de froid n'était pas respectée. Il y a beaucoup qui éteignent les frigos quand ils rentrent le soir, qui ne respectent pas. Et tu ne sais pas dans quelles conditions ton produit sera et tout. Donc. Et si c'est pas bien conservé, le client ne va pas aimer et il va faire de la mauvaise pub et tu vas perdre de l'argent. Voilà. Ça va faire la compliquée d'elle. Suki Destination permet d'envoyer et de recevoir des colis de plusieurs pays en Afrique à plusieurs pays en Europe et en Chine et inversement. Je suis un client satisfait, donc je vous en parle. J'ai déjà reçu des colis de ma marque préférée de thé, de ma marque préférée de chaussures et d'autres produits achetés sur Zara, Shein et consorts. Si vous avez envie de tester, ils ont un chatbot sur WhatsApp qui s'appelle Maya et qui répond à toutes vos questions. C'est sur le lien que j'ai mis dans la note de cet épisode. Et si vous venez de ma part, il y a un code promo qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre prochaine livraison de colis. Pourquoi tu ne m'as pas dit dans Bengi? Si on trouve l'occasion, il est parti. Surtout parce que l'industrie alimentaire ici est en train de se construire. Donc ça n'absorbe pas encore l'expertise de technologie alimentaire. Donc, en attendant que ça se construise, on peut aller chercher les compétences, l'argent, le réseau et revenir en fait mettre ça en place ici parce que dans d'autres contextes, les gens sont à des années-lumière en termes de... j'imagine. Voilà. J'imagine. Contour. Vu qu'on n'a pas la culture du dessert, les gens boivent ton yaourt quand? Pas forcément un dessert. 17h. En goûter. Principalement, je pense. Est-ce qu'ils prennent ça pour se faire plaisir ou ils prennent ça en goûter? Ils prennent ça pour se faire plaisir parce que déjà, tout ce qui est dessert, c'est pas un besoin nécessaire. C'est pas dans les besoins nécessaires. On peut s'en passer. Voilà. C'est nice to have. Yeah. C'est pour la riche. La richesse, c'est un état d'esprit. C'est comme... c'est qui le gars qui a dit ça? Que being broke is a mindset. Il y a foi. Ok. Donc, moi, en tant que passionné de data, tu vois, à l'époque où je travaillais à Gozen, tu vois, c'est des informations que j'étais avide de ce genre d'informations. À quelle heure les Béninois mangent quoi? À quelle heure les Nigériens mangent quoi? Donc, je sais que si je vais lancer une entreprise ou si je vais faire un live TikTok, je sais que c'est à cette heure-là que je fais un live TikTok parce que je sais que tout Cotonou va sauter dessus pour consommer. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans des business physiques comme l'agroalimentaire, au-delà de la production, c'est important de se concentrer sur la partie donnée du marketing, du coup, et de voir à qui tu vends, comment tu lui vends, etc. etc. Qu'est-ce qui t'énerve? De manière générale? Ouais.
En fait, ce sont des questions auxquelles je ne réfléchis presque pas en vrai. C'est pour ça que je la Donc, pose. qu'est-ce qui m'énerve? Franchement, je ne sais pas. Il y a peut-être beaucoup de choses. Hein. En top de la liste. Le manque de respect, je sais pas. Tout me dépôt sera rendu. Rancunier n'est jamais pressé. Tout me dépôt sera rendu. Ok, donc tu n'aimes pas le me dépôt. Ok. Donc je chauffe quand tu... Est-ce que tu dirais que tu es une personne généreuse? Généreuse, je ne sais pas, ce ne sera pas à moi de le dire. Peut-être à ceux qui sont autour de moi, mais ce n'est pas le retour que j'ai le plus. Ah bon? Je ne suis pas forcément si généreuse que ça, je ne sais pas. Il y a une calculatrice dans ta poche. Mais c'est pas forcément dans l'argent que tu donnes ou de la nourriture. Je donne de mon temps. Ouais. Je sais écouter les gens, je sais les conseiller et tout. En tout cas, apporter ma petite pierre à un problème. C'est pour ça que les gens m'aiment bien. Je suis un peu comme la maman qui réprimande un peu et qui comprend un peu. Tu es aimé? Oui. Ah. Ça se comprend. Ouais, ça se comprend. Du coup, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une personne alors? Je n'aime pas me faire une première impression des gens. Ah bon? Si. Pourquoi? Je sais pas, je me dis c'est un peu biaisé en fait. Tu peux voir une personne, elle va t'énerver peut-être, et au fond, c'est la journée elle a une mauvaise journée, ou peut-être c'est juste une impression, peut-être c'est juste sa face qui est fermée. Donc je n'aime pas forcément me faire. Mais quand tu vois une personne, on ne se connaît pas, je suis venu, on nous a présenté, c'est quoi la première chose que tu regardes chez moi? Le visage, la posture. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un de jovial? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'assurance? Je pense. Ok. Pour les gens qui voulaient poser des questions personnelles, soyez joyeux et ayez de l'assurance. Voilà, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Tu avais dit que tu es en pause dans l'entrepreneuriat. Tu mets en pause pour... En tout cas cette année, oui, cette année, globalement, tu ralentis ou tu lèves le pied, voilà, on va dire ça. Tu lèves légèrement le pied sur l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que... Et pourquoi? Non, au-delà de ça, en fait, l'idée, c'est pas d'être un entrepreneur à la production. À la production? Oui. Ça veut dire quoi? L'idée, c'est pas que ce soit forcément moi qui soit au fourneau, au labo, à tout faire, en fait. Donc, je veux sortir de la marge, nager en hauteur, voler. Donc, beaucoup plus ça. Et je suis quelqu'un, c'est vrai, je veux être entrepreneur, mais j'aime bien le rôle de consultant, conseiller les gens, partager mon expérience avec les gens, les aider à faire mieux que moi, en fait. Donc, je ne veux pas occulter ce volet-là. Je veux évoluer en termes de compétences et tout. Et si je commence l'année en étant en plein dans la production, je vais louper le volet compétences également. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti un peu la tête pour acquérir les compétences, en tout cas faire mieux. De toute façon, il ne sera jamais trop tard pour reprendre. Voilà, donc. Tu avais dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure. Tu as dit que tu n'as pas un ego de il faut forcément que j'entreprenne, etc. Donc, j'ai la même position. Moi, je n'ai absolument pas du mal à travailler pour les gens. J'adore travailler pour les gens. Et c'est surtout en travaillant pour les gens que je me rends compte de mes propres difficultés. Difficultés, les domaines ou les axes sur lesquels je ne suis pas très bon, qui auraient fait échouer de toute façon mon entreprise. C'est une entreprise. Donc, à mon avis, quelqu'un qui est un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a étudié le métier de gestion d'entreprise, du coup, qui peut créer une entreprise, ou c'est quelqu'un qui a été employé assez longtemps dans une entreprise qui comprend le rouage de toute l'industrie et qui se dit, bon, écoute, je peux me lancer
dedans et surtout qu'il y a les capitaux. Donc il y a beaucoup de... Je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Moi, quand je les vois comme ça, je suis OK, boss. Expérience éduque mieux que conseil. OK. Je pense que tu ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre, à moins que tu n'aies une ChatGPT dans ta tête. Et même dans ce cas-là, le marché te rend humble. Le marché, quand tu vas faire ton produit, tu vas le lancer et que c'est une personne qui va télécharger et cette personne, c'est toi. Donc, disons 3 personnes. Il y a toi, ta copine ou ton copain et puis ton meilleur ami. Qui a téléchargé ton application ou qui a testé ton produit. Le pire, c'est qu'ils vont te donner des retours qui ne sont pas constructifs parce qu'ils ont un biais dans l'histoire. Donc, franchement, pour toutes les personnes qui nous écoutent, être entrepreneur, c'est un métier à plein temps. Il faut avoir de la compétence, il faut avoir des capitaux, il faut savoir gérer des gens. Parce que tu penses que le pire, c'est que je ne sais pas si c'est le karma. Tu dis que ton patron te traite mal, il dit des choses, etc., etc. Et tu deviens entrepreneur et tu fais pire que lui. Parce que tu te rends compte que il n'en avait pas contre toi. J'ai eu une discussion comme ça, très intéressante avec un des managers. Franchement, le gars, chouette type, je l'adore. Franchement, je l'adore. Meilleur manager du monde entier. Et il était fâché pendant tous les trimestres, il était fâché. Et la semaine de l'évaluation, en gros, il tirait sur tout le monde. Et je lui dis, mais un problème? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, on n'a pas de problème. C'est juste que la pression que moi je reçois des fondateurs, je la dilue le plus possible. Et je vous dis, faites ça. Et si vous ressentez cette pression, imaginez maintenant la pression que moi je reçois. Parce que moi, je dois répondre de tous les marchés où vous êtes. Ce n'est pas que du Bénin, ce n'est pas que du Togo, ce n'est pas que de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que de... etc. Je dis, oui, et il m'a expliqué que les enjeux ne sont pas les mêmes. Ou la taille des enjeux n'est pas la même en fonction de là où tu te positionnes dans le truc. Et pareil, en fait, beaucoup de gens ont des a priori sur des patrons dans Cotonou. Et de la même façon qu'on a des a priori où on a des jugements sur des patrons, je pense qu'il faut avoir des jugements sur les employés aussi. Parce que pour beaucoup de métiers, on est très junior encore. On n'a pas vraiment de seniors. Donc c'est des étrangers qui viennent, qui font le travail des seniors. Et comme on est très pressé en tant que jeune aussi, on pense qu'on peut faire ça. Oui. Alors que non, tu n'as jamais fait. Non, le marché te rend humble. Donc les seuls gens que je considère comme réellement entrepreneurs, ce sont les gens qui ont fait des produits, qui ont lancé les produits, qui ont bidé, qui... À la limite, je peux considérer quelqu'un qui a bidé plusieurs fois dans nos produits. Il a entrepris, ça n'a pas marché. Quelqu'un qui a réussi, il a... La preuve est là, qu'il est entrepreneur. Mais quelqu'un qui théoriquement est entrepreneur, il est CEO, open to work sur LinkedIn. Donc, je pense qu'avec beaucoup de chance, ça a marché. Tu as dit au début que tu étais multipotentiel. J'ai abordé ce point-là dans l'épisode avec Azmia, je ne sais pas si tu as écouté. C'est une expression très galvaudée à mon avis. Parce que j'ai connu des gens qui ont dit qu'elle était multipotentielle. Là, je suis clairement reporté un jugement. Tu juges? Oui, je juge. Je ne fais pas semblant, je juge. Elle n'avait pas d'être multipotentielle, à mon avis, parce que ce que multipotentiel veut dire, c'est tu as la capacité ou avérée dans ta même projet, de le finir, de faire un autre, qui n'a rien à voir avec le premier. Donc, quand tu dis multipotentiel, c'est quoi? Je suis le juge. C'est vrai que j'essaye d'enlever l'expression de mon vocabulaire parce que c'est pas forcément, parfois ça ne va pas forcément en mon avantage, je dirais. Je dis ça parce que bon, peut-être il y a 2-3 ans ou même j'étais capable de travailler sur moi-même, mes produits, mes projets, d'être militante dans 2-3 organisations, à faire autre chose, à faire d'autres rôles. Genre, peut-être j'étais chargée de renforcement de capacité quelque part, coordonnatrice de l'autre projet ailleurs et tout. Et
voilà, genre, ou j'ai cette assurance-là quand je fais les choses que je peux le faire. Et genre, c'est pas du leurre, c'est des responsabilités que je peux vraiment assumer. Ce qui fait que parfois je me retrouve à des carrefours où je sais que, un exemple simple, là où je suis, je peux me dire, je peux faire un PhD, je peux être en emploi, je peux être entrepreneur. C'est des choses, c'est des lignes où je sais, lorsque je vais les emprunter, je vais réussir dedans. Donc ça devient un dilemme, un peu pour moi. Donc cette année, c'est une année particulière de recentrer, de canaliser un peu cette énergie-là, je vais dire. Et tout mettre dans l'apprentissage, globalement. Interesting. Tu militais dans quoi? Entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Oui. Donc, c'était un peu un volet politique aussi. En griffe. Okay. Mais bon, c'est pas le volet que j'aimais le plus dedans, c'était le volet entrepreneuriat. Mais tout est politique, hein? Bon. J'aime pas trop, mais voilà, malheureusement. J'étais au bureau des étudiants, dans le style. Tu connais les gens? Non. Les gens je ne suis qu'une apprentie. Les gens te connaissent. De mémoire. Pour toi, c'est quoi être une femme en 2026? Ton regard. 2025-2026, comme 2026 vient de commencer. Épineuse est la question. Être une femme en 2026. Ou bien si tu veux, c'est quoi les deux gros avantages d'être une femme en 2005-2006 et c'est quoi les deux grosses difficultés d'être une femme en 2025-2006? Avantage, c'est que... Deux gros avantages. Parfois, il y a le beauty privilège. Et vu qu'il y a beaucoup de politiques qui vont en faveur de la promotion des femmes, il y a beaucoup d'opportunités où on dit les candidatures féminines sont recommandées. Donc ça favorise la chose. On sait que si à la finale il y a un homme ou une femme, on va préférer une femme. Donc c'est un avantage quand même. Donc il y a tout qui est mis en place pour que la femme se sente mieux dans la société, je pense. Des avantages. C'est un sujet assez sensible, je vais dire les harcèlements. Parce que parfois, tu te retrouves à ne pas passer dans une rue parce que, il y a des messieurs ou des gens assis. Donc, tu contournes carrément ou, je sais pas, tu fais mine de ne pas voir. Il y a des insultes et tout. Donc, parfois, tu préfères ne pas sortir et tout. Principalement. Sinon, le reste, en fait, c'est peut-être parce que je suis aînée, je trouve qu'on passe outre et ça va, quoi. J'ai eu une discussion très mouvementée avec un groupe d'amis dernièrement sur le sujet. Et la façon dont les hommes voient le monde, ça va être cette façon que les femmes voient le monde. Si on est jumeaux, toi et moi, on a grandi dans la même maison, on a eu la même éducation, à peu près, on a fait les mêmes études. La façon dont tu vois le monde en tant que femme, c'est pas de cette façon que je vois le monde en tant qu'homme. Donc, harcèlement, beauty privilège. Oui, pour ceux qui verront la vidéo sur Instagram, elle est jolie. She's fine girl. Donc, c'est quoi ton avis sur une autre question épineuse? C'est quoi ton avis sur les mouvements féministes de cette époque, tels qu'on les connaît, sur... Je peux ne pas répondre. Je préfère ne pas répondre. Tu préfères ne pas répondre? Oui. Ok. Quand on va couper, je vais te donner mon avis. Ok. Quelle est la personne qui te rend le plus heureux, à part toi-même? La personne qui te rend le plus heureux, à part toi-même. Est-ce que tu te rends heureuse? Forcément. Ah, pas forcément, hein? Bon. En tout cas, je suis un peu narcissique.
c'est péjoratif de le dire. Mais bon, j'ai une grande estime de moi-même. Ok. Donc, je peux kiffer la vie seule et tout. Je vais dire mes parents pour commencer. Parce que je pense en termes de réalisation, en tout cas, il y a des points sur lesquels, beaucoup de points d'ailleurs sur lesquels ils sont mes modèles. C'est pas forcément le modèle parfait, mais oui, il y a beaucoup de points où je peux taper la poitrine et dire, genre, je suis fière d'avoir des parents comme ça, quoi. C'est ça. Tes parents adoptent. Exemple, bon, avec mon père, j'ai appris que la vie est un processus. C'est vrai que en tant que jeune, on a tendance à vouloir tout de suite. Mais avec lui, j'ai appris que c'est étape par étape qu'on y arrive en fait. Ce qui fait que je ne suis pas impressionnée par, je sais pas, les réalisations, l'argent et tout, parce que je sais que ça va venir, quoi. Donc, c'est évident pour moi que ça va venir avec le travail bien fait. Donc, il y a ça. Avec ma mère, j'ai appris. En tout cas, c'est une femme forte parce que à des moments, ou en tout cas à des moments sensibles, papa était en voyage et éduquer des enfants comme ça et tout. Je suis fière de l'éducation qu'elle m'a donnée en fait, parce que dans des contextes donnés, on attend à ce qu'une fille unique soit pourri gâtée. C'est le contraire chez moi, je vais dire. Shout out à tes parents. Je vais dire. Et la façon dont, en tout cas, ils ne se disputent pas devant nous. En tout cas, ils essayent de faire ça. Et l'affection qu'ils portent l'un à l'autre. Dans la maison, papa appelle maman ma reine. Maman mon roi. Et nous, on est là, on les regarde. Donc voilà, ça m'a... Le but de tes parents, c'est de frustrer les célibataires de la maison. Forcément, ouais. C'est un bon modèle. Ouais. Et j'imagine que tu ne peux pas attendre moins de partenaires. Là, on a commencé les cribles, parce qu'on a fait quoi, bientôt une heure. On a commencé les cribles. Les cribles de questions, c'est tac, 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 tac. Je mitraille avec les questions. Tu réponds. Tu peux ne pas vouloir répondre à ces questions. Il n'y a pas de souci. On va passer. Qui est la personne que tu admires le plus? Admirer. Je ne fais pas beaucoup réfléchir. En fait, je ne sais pas. Moi-même. Ok, cool. Quelle est la personne que tu aimerais rencontrer? Aimerais rencontrer? Oui. Je ne sais pas. Ok. Si je devais recommander un livre, lequel ce serait? Un livre qui a peut-être changé ta vie? Je ne suis pas très lecture. Bon, j'ai débranché un peu. Ok. Donc je ne pouvais pas forcément faire des recommandations. Il y a des livres que j'ai commencé, je n'ai pas terminé. La chef de ma mère, je sais pas. La chef de ma mère? Oui. Ok. Je connais pas ça. Je vais écrire ça. Si tu devais recommencer, tu lis pas, tu regardes le film? Non plus. En fait, tu travailles toute ta vie. Incroyable. Je suis en train d'échanger ça avec. Si tu dois recommander un plat que les gens doivent forcément goûter au moins une fois dans leur vie, ce serait quoi? Un seul. C'est compliqué. Ah, ok. Tu veux dire combien? Faut dire. Foutou sauce graine. Agbeli avec fétri beaumont. Je vais rester sur les deux. Ok. Agbeli et sauce beaumont. Fétri beaumont. Ah, c'est différent. Oui, c'est sauce gombo, il y a beaumont dedans. Ok. Fétri beaumont. Ok, avec quoi? Avec agbeli. Oui. Ok. Quelle est la citation qui te vient à l'esprit? La citation. Oui, qui te vient à l'esprit. Là. Ou qui te vient souvent à l'esprit. Il n'y a pas forcément de citation favorite. Si, c'est facile. Bon. Personne n'a dit que ce serait facile. Oui, personne n'a dit que ce serait facile. Ce serait facile. Ok.
Aurais-tu une vérité controversée avec laquelle beaucoup de personnes ne sont pas d'accord et que tu soutiens dur comme fer? Pas forcément. Ah bon? Oui, parce que je pense que tout est relatif. Donc, je pense, ou je sais pas, j'adhère au principe de la relativité absolue. Je pense que tout est absolu. Donc, il n'y a pas de... Tout est relatif. C'est ton point de vue? Oui, tout est relatif. Ok, non, mais c'est quoi le point de vue que tu as qui est parfois un peu... Quand tu dis ça, les gens... Non? Non, tout est relatif en fait. Genre, ils ont le choix de ne pas adhérer Je suis et tout. Voilà. d'accord. Donc, il n'y a pas forcément de... Un point Non, qui pas fasse forcément. débat, généralement dans ton couple d'amis. Pas forcément. Non. Tu ne rentres pas à contre-courant, toi. Tu vas commencer une phrase. Tu vas commencer une phrase en disant on ne va pas se mentir. Tu vas terminer avec ce que tu veux. Cette question est obligatoire. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir, les aînés ne nous ont pas suffisamment avertis. Les élèves ne sont pas suffisamment avertis. Qu'aimerais-tu écouter sur ce podcast? Ah. Doggy Simi. Do, Doggy Simi. c'est qui? C'est l'artiste. Ok. Dorissime. Et l'artiste viennoise? Oui. Ok. On va regarder. Je crois presque que le but des invités de ce podcast, c'est de montrer en live que je ne connais pas les artistes. Si tu devais recommander, c'est la dernière question, l'avant-dernière question, si tu devais recommander ce podcast à quelqu'un, comment le ferais-tu? Après ce que tu as écouté, après ce qu'on a dit, si tu devais le recommander, qu'est-ce que tu dirais? Bah, c'est un podcast qui parle de la pastèque. Donc, j'aime bien la versatilité du podcast. Ce n'est pas forcément genre carré, ça parle de profession, perso. Ça permet de découvrir l'humain. Donc, c'est ce que j'aime le plus dans le podcast. C'est ça, l'humain et le métier. Et le gros thème derrière cette saison, c'est la zone de génie. Donc, la zone de génie étant là où tu es naturellement fort, naturellement forte, où tu as acquis des compétences qui fait que tu n'es pas forte par rapport à quelqu'un, mais tu es très bon dans ce couloir. Si. Voilà. Donc c'est le thème que j'ai décidé d'aborder pendant la saison 2 de cet épisode. Et si vous n'avez pas encore écouté, du coup, l'épisode sur comment découvrir sa zone de génie, je vous invite à... C'est pas vidéo, je vous la montrer, à cliquer. Je vous invite à... Je vais mettre ça dans la description de cet épisode. Je vais mettre également... Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Où on ne te retrouve pas sur les réseaux? Tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux, tu es partout. Partout où vous êtes, je suis. LinkedIn, Facebook, Instagram. J'ai même 2 comptes sur chaque réseau. Ah oui? Oui. Parce qu'il y a Capella devant nous, côté professionnel, et puis il y a cuisinologue. Voilà. Ok. Donc, tu me donneras les liens, je vais mettre dans la description également. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer dans l'agroalimentaire au Bénin ou en Afrique pour que ça aille vite, etc. Déjà, ce qu'on a discuté plus tôt, les unités partagées, parce que c'est l'un des plus gros enjeux en termes d'entrepreneuriat agroalimentaire, avoir l'unité et l'autorisation de mise en marché. Donc s'il y avait des unités partagées où on pouvait produire en fait pour avancer, parce qu'en tant que jeune, on n'a pas forcément les moyens pour investir dans une unité très tôt et tout. Quand on n'a pas les taux en fait, il faut que ces systèmes-là permettent de vite avancer. Donc mettre en place des systèmes conjoints de production. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026? Du courage. Du courage. Bon courage. Merci. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Je continue avec le cadeau de la dernière fois. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, si vous me voyez
La dernière fois, c'est si vous me voyez, ça va écouter jusqu'à la fin, vous savez que le mot à dire lorsque vous me voyez, c'est pastèque. Je vous offre un jus de pastèque. Et à la fin, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire soja. Et c'est Capella que vous offre un yaourt de soja. Avec plaisir. Voilà, on fait comme ça. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'ici. Et à très très vite. N'oubliez pas, abonnez-vous, mangez de la pastèque. Ciao! Faut dire au revoir. Au revoir. Peu importe où vous écoutez ce podcast, sachez qu'il est disponible gratuitement sur Spotify et Apple Podcasts. Abonnez-vous et partagez autour de vous. Un nouvel abonné est une victoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Instagram, X et LinkedIn. Et si vous préférez passer comme un invité sur le podcast, écrivez-moi.